Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Ravi de vous retrouver ce soir. On est ensemble sur Twitch du lundi au vendredi. Vous commencez à être habitués. On s'arrête sur un sujet d'actualité. On le décrypte avec vous, le chat, et avec des invités qui sont là en studio, qui connaissent bien leur sujet. Évidemment, c'est toujours mieux. Et qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous emparer du chat. Bonsoir Haddad Youssouf. Est-ce que ça va? Caradoc, Marie de 111, Ben Smile 44, Defikian, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Ce soir, on va parler, alors c'est un sujet qui nous a été demandé dans le Discord, dans le serveur du Talk. Vous savez que je vous invite à proposer des sujets, nous ensuite parfois même des invités, puis nous on étudie tout ça et on essaye de construire des émissions qui vous plaisent, qui vous intéressent. Et donc, le sujet de ce soir, c'est le Soudan. Et il me semble que c'est Yann Amat qui nous avait demandé de parler du Soudan. Mais comme c'est dans l'actualité, on en aurait parlé. Le Soudan où la situation se dégrade. On est au 20e jour de guerre. Des explosions et des tirs ont résonné aujourd'hui à Khartoum, la capitale, où s'opposent l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir. Et cela malgré l'annonce d'un accord de principe pour prolonger la trêve jusqu'au 11 mai, une trêve qui n'a jamais été respectée jusqu'à présent. Le cessez-le-feu, en fait, a seulement permis d'évacuer les ressortissants étrangers. Les civils soudanais, eux, tentent de fuir. Il y a d'ailleurs l'ONU qui attend plus de 860 000 déplacés d'ici octobre. Quant à ceux qui restent, eh bien, ils doivent vivre sans eau, sans électricité, terrés chez eux et parfois même sans nourriture. Le Soudan est proche du point de rupture, proche d'une catastrophe humanitaire, a déclaré l'ONU, qui avoue par la même occasion avoir échoué à éviter cette guerre. Alors le bilan, à l'heure actuelle, 500 morts au moins, plus de 300 000 habitants déplacés et plus de 115 000 poussés à l'exil. Ce soir, donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe au Soudan. On ne connaît pas forcément bien les raisons, les racines de ce conflit. Pourquoi cette guerre? Qu'en pensent les Soudanais d'ailleurs? Que vont devenir ceux qui restent sur place? À qui profite tout ce chaos? Comment régler le conflit? Quels sont les enjeux aussi géopolitiques qu'il y a derrière? Et on en parle avec nos invités. Mariam Alagardis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes journaliste à Libération, vous couvrez l'actualité africaine plutôt, c'est ça? Absolument. On est d'accord, hein? Khadija Medani, bienvenue. Bonsoir, merci. Bonsoir. Khadija, spécialiste du Soudan, doctorante en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattachée au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale à Khartoum, au Soudan. Donc, la dernière fois que vous êtes allées au Soudan, c'était quand, toutes les deux? Alors moi, c'était en 2021. D'accord. Moi, je n'y suis jamais allée. D'accord. Le dessin de Jules Grave que je vous montre, qui est notre dessinateur favori de la communauté du Talk, qui illustre tous les soirs avec sa plume le sujet du jour. Donc on voit les deux généraux soudanais qui parlent en même temps et pour dire la même chose. Si Dieu le veut, je prends le pouvoir au Soudan. Je connais Dieu, il ne veut pas. Bon. Est-ce que ça résume bien la situation? Maria Khadija, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qui sont les forces qui s'affrontent? On commence... Oui, bien sûr. Alors, les forces qui s'affrontent, c'est d'une part l'armée régulière, avec à sa tête le général El-Burhan, et de l'autre côté, les forces paramilitaires, avec à leur tête Hemeti, donc les RSF, forces de soutien rapide. Ils s'affrontent après des tensions qui montent depuis plusieurs mois déjà. Et pour bien comprendre, en fait, il faudrait remonter à la révolution et à la chute de Béchir en 2019, puisqu'à la suite... Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, ouais. À la suite de la chute de Béchir, il y a eu la formation d'un gouvernement avec un représentant des forces civiles, un représentant de l'armée, donc El-Burhan, et un représentant des paramilitaires. C'était un gouvernement à 3 têtes. En octobre 2021, il y a eu un coup d'État des militaires et des paramilitaires. Donc ils étaient ensemble pour faire tomber Omar el-Béchir. Non, là, cette fois pour chasser les civils, pardon. Chasser les civils du pouvoir. D'accord. Donc on s'est retrouvé avec, à la tête du Soudan, les militaires et les paramilitaires. Donc avec l'équivalent de 2 armées à la tête d'un pays. Et en fait, les tensions montent depuis plusieurs mois, puisque la question est celle d'intégrer les paramilitaires à l'armée,
pour que le pays se retrouve au final avec une seule armée. D'accord. Et c'est là que les paramilitaires ne veulent pas être intégrés dans l'armée régulière parce que les deux généraux, en fait, veulent garder le pouvoir. Et c'est ce que montre bien le dessin. C'est qu'ils revendiquent tous les deux la légitimité. Maria, donc les forces de soutien rapide, donc les paramilitaires, elles viennent d'où ? En fait, elles viennent d'une région qui s'appelle le Darfour. Enfin, elles viennent. À l'origine, Hemeti lui-même vient de cette région, qui est une région qui se trouve à l'ouest du Soudan et qui a exactement 20 ans, en 2003, est devenue une région de guerre. Quand... pour se plaignant, pour résumer, des discriminations dont il faisait l'objet, les populations locales se sont soulevées, ont été écrasées dans le sang par l'armée de Omar el-Béchir, donc le président destitué en avril 2019, qui, il faut le rappeler, était depuis 3 décennies à la tête du Soudan. Il était arrivé lui-même au pouvoir par un coup d'État. Et par l'armée et aussi par des milices locales dont il a encouragé la formation, des milices qui ont une réputation abominable, qui ont perpétré des massacres et des crimes qui ont valu d'ailleurs à Omer el-Béchir d'être en 2009 le premier président en exercice à faire l'objet d'un mandat d'arrêt de la part de la Cour pénale internationale, parce qu'au Darfour, pendant toutes ces années, il y a eu au moins 300 000 morts. Et ces milices, ce qu'on appelait les Janjaouid, ont été dirigées par plusieurs personnes. Et en 2013, Béchir favorise l'ascension et la prise de commandement, on va dire, de ce fameux Hemeti. Qui du coup va émerger et prendre de plus en plus de puissance. Quand on parle de paramilitaires, il faut savoir aujourd'hui que l'armée régulière, on estime à l'heure actuelle qu'il y a 130-150 000 hommes et que les paramilitaires, c'est une force de 100 000 hommes qui sont très bien équipés. On dit même qu'ils sont mieux payés que les militaires de l'armée régulière. Ils sont plus jeunes, non ? Ils viennent surtout de tas d'endroits différents et même hors du Soudan. C'est vraiment une force conséquente, enfin vraiment conséquente, très importante. Et au fond, le paradoxe, c'est que les deux hommes qui s'affrontent pour le pouvoir, qu'ils ont confisqué aux civils après les 2 ans qui ont suivi cette révolution populaire qui était extraordinaire, où les gens sont descendus dans la rue. C'est certainement le plus important mouvement de contestation. Le micro. C'est le plus important mouvement de contestation dans l'histoire du Soudan depuis son indépendance en 1956. Et en confisquant, ces 2 hommes qui avaient confisqué le pouvoir avant de se retourner l'un contre l'autre, sont finalement tous les 2 des créatures de Omar el-Béchir. Ils ont d'ailleurs été un temps alliés, parce que Bourhan aussi a été impliqué dans la répression qui a eu lieu au Darfour, et puis ils se sont à nouveau alliés en octobre 2021 quand approchait l'échéance de rendre le pouvoir. Et là, ils sont entrés en guerre l'un contre l'autre, alors qu'en décembre, on avait signé un accord qui prévoyait le retour du pouvoir aux civils, d'où l'accélération de la réforme de l'armée, qui a plus été une étincelle, parce qu'en réalité, il y avait aussi beaucoup d'autres raisons que l'intégration des paramilitaires dans l'armée qui expliquent que finalement, il y a eu rupture entre ces 2 alliés de circonstance à la tête du pouvoir. Et alors, cette rupture, elle s'explique aussi peut-être... Est-ce qu'il y a des différences idéologiques, en fait, entre les deux ? Des différences de fond ? Oui, alors après le coup d'État d'octobre 2021 qu'ils ont fait à 2, Bourhan et Hemeti, Hemeti a pris du recul. Et il a dit, finalement, moi j'étais contre ce coup d'État. Et il a commencé à se retourner contre Bourhan en disant que l'armée régulière soutenait en réalité les islamistes. D'accord. Et donc, Hemeti, il s'est posé comme quelqu'un qui va être contre les islamistes et qui va vraiment vouloir renouveler le Soudan, éliminer les élites islamistes encore en place. Il s'est fait un peu, du coup, le porte-parole de la vraie révolution anti-islamiste en accusant Bourhan, lui, d'avoir derrière lui les islamistes et d'avoir été le seul à fomenter ce coup d'État pour ramener les partisans de Béchir au pouvoir.
Ça avait commencé comme ça, la dissociation. Ok. Et est-ce que c'est vrai, Maria? Est-ce que les islamistes sont derrière... C'est en partie vrai. Burhan est un officier sexagénaire qui fait partie, qui est un officier traditionnel de l'armée soudanaise, c'est-à-dire que c'est un islamiste lui-même, hein, comme tous les gens qui ont été promus, tous les militaires promus sous l'ère Béchir, qui avait instauré un régime islamiste. Et c'est vrai qu'après octobre 21, on a vu que petit à petit, il a réhabilité un certain nombre de gens, dans l'administration, on voyait à nouveau réapparaître des islamistes, alors pas forcément en première position, mais en deuxième, troisième position. Il s'est lui-même affiché récemment avec des figures connues islamiste, donc c'est une accusation tout à fait valable. Et Burhan, je pense, les civils en sont tout à fait conscients. Il a toujours été l'agent de la contre-révolution, c'est-à-dire il s'impose au lendemain de la révolte populaire comme un compromis. C'est-à-dire, on va renverser la table, mais pas tout à fait, on va ménager les choses. Et il a toujours été clair qu'il a été... Hemeti a toujours été plus ambigu là-dessus. C'est pas un enfant de cœur, hein, ça reste un seigneur de guerre qui a quand même un CV entaché de sang, mais il n'a pas cette connexion ou ces liens avec les milieux islamistes. Et outre le regret qu'il a vite affiché, même si c'est purement de façade, on n'en sait rien, après le coup d'État et même plus récemment, il a aussi été assez instrumental dans la chute de Béchir, parce qu'il faut savoir que bien sûr les gens descendaient dans la rue, mais il y avait une répression aussi terrible. Et c'est le retournement des paramilitaires de Hemeti et donc d'une partie de l'armée qui a destitué Béchir. En réalité, la foule n'est pas entrée dans le palais et en attrapant l'ex-président. Donc, ce qui est aussi finalement un grand classique dans toutes ces révolutions et dans tous ces printemps qu'on a vus en Afrique, et notamment en Afrique du Nord, en Égypte et ailleurs, c'est toujours au moment où l'armée ou une partie de l'armée se retourne que l'espoir et le changement est possible, parce que ces régimes autoritaires, ils sont habitués à tirer sur les manifestants et ça ne leur pose aucun problème. Donc pour que finalement la rue puisse gagner et non mourir, ça suppose que ceux qui tiennent les armes, à un moment où une fraction se retourne. Bon, après, malheureusement, le processus a dérapé et aujourd'hui, on a une apothéose de dérapage et un chaos inimaginable et très inquiétant. On va revenir sur la société soudanaise, mais avant ça, Caradoc dans le chat vous demande comment les paramilitaires sont financés. Alors les RSF, ils ont plusieurs sources de financement. Il y a une partie qui provient, en très gros, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, puisque les RSF en fait fournissent des hommes pour la guerre au Yémen. Donc ils sont payés par l'Arabie Saoudite et les Émirats pour la guerre au Yémen. Les RSF, ils contrôlent aussi beaucoup de mines d'or au Soudan. Donc, ils vendent cet or, donc d'où le financement par les Émirats aussi, qui, j'imagine, sont intéressés par les ressources. Intéressés par l'or. Les Russes aussi, qui sont récemment intéressés par l'or pour contourner l'embargo international. Et enfin, il y a une dernière source de financement qui, elle, est liée aux accords passés pour les contrôles des flux migratoires au Soudan. Puisque l'Union européenne, en fait, avait signé à Khartoum le processus de Khartoum. Alors, c'était encore sous le temps de Béchir. Mais c'est les RSF, beaucoup, qui s'occupent du contrôle des flux migratoires aux frontières soudanaises et donc qui, en fait, sont financés par cet argent de l'Union européenne pour le contrôle des flux migratoires. Maria, là-dessus, je vous vois acquiescer. Moi, je le savais pas. Hein. Mais non, mais mais c'est absolument scandaleux. Cet accord est absolument donc, scandaleux. Donc, c'est pas juste une guerre d'ego entre deux hommes C'est en partie ça, mais je veux dire, si on revient sur le rôle passé de l'Union européenne qui déjà avait signé cet accord avec un dictateur, Omar el-Béchir. Faut bien mettre le micro, Omar el-Béchir n'était pas autre chose. S'est assuré à accepter, disons, que des paramilitaires
gère ces flux migratoires. On est dans, c'est pire qu'une hypocrisie, c'est une trahison terrible. Mais on voit la même chose en Libye, en ce qui concerne l'Union européenne, qui finance les gardes-côtes libyens, dont on sait bien que leur pratique des droits de l'homme est proche du néant. Donc là, c'est un autre aspect de la question que maintenant, évidemment, tout le monde se prend en boomerang. Et l'Occident, avant de déplorer cet état des lieux actuel, ferait bien de faire son examen de conscience et de comprendre que cette priorité cynique mise sur la question migratoire au prix de deal avec le diable, et ben voilà, un jour ça se paye. Il était prévisible donc ce conflit? Depuis qu'il n'y a plus les civils au pouvoir et qu'on a littéralement un État à deux armées avec deux généraux qui ne veulent pas céder un bout de leur pouvoir, oui, c'était prévisible. Kyle CM qui dit le Soudan et le Soudan du Sud, c'est pas la même chose, on est d'accord? Point d'interrogation. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point pour Kyle? Ah bah ce fut la même chose, mais à l'issue d'une très longue guerre, en 2011, le Soudan du Sud a acquis son indépendance avec ce que... On suivit des années avec des remous compliqués qu'il serait assez long à expliquer et des conflits armés, là aussi sanglants, entre deux rivaux qui sont pas... Tout ça n'est pas complètement éteint. Mais enfin, c'est vrai que l'ironie de l'histoire, c'est que maintenant, c'est le président sud-soudanais qui joue le rôle de médiateur dans la crise soudanaise de son grand voisin avec qui il y a des liens encore, notamment économiques, puisque le Sud-Soudan... alors, le conflit Soudan-Sud-Soudan avait aussi une espèce de coloration ethnique, pour ne pas dire raciale, entre, on va dire, des nilotiques musulmans au nord et des chrétiens plus africains, entre guillemets. Je dis entre guillemets, enfin, ce qu'on se représente comme africains, parce que ils le sont tous, évidemment, au sud. Mais aussi, le Soudan du Sud était riche en pétrole, ce qu'il est toujours d'ailleurs, mais lequel est exporté via Port-Soudan au Soudan, ce qu'on a donc l'actuel Soudan. Donc, bien sûr, le destin de ce conflit affectera le Sud-Soudan. Il l'affecte aussi en raison de l'afflux de déplacés qu'on voit maintenant depuis 15 jours arriver aussi aux frontières de ce pays. Et Cactosor qui dit et hormis l'apport financier européen, quel est le rôle de l'Occident dans ce conflit? Diplomatie peut-être, entre parenthèses, Cactosor. Il y a eu des tentatives de mise autour d'une table, de conciliation. Et je crois que justement, le conflit armé, ça a un peu montré l'échec de ces essais de négociation. Et là, j'ai l'impression que les humanitaires sont partis, ce qu'on peut comprendre. Les diplomates sont tous partis. La priorité, là, elle a vraiment été mise sur l'évacuation, je pense. Et la seule chose qui a été faite, c'est la négociation de cessez-le-feu par les États-Unis, notamment. Oui, il y a Biden qui a écrit un communiqué, là, aujourd'hui. Sans aucun impact. Mais après, voilà, c'est ça, c'est des communiqués, des appels au calme, etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'action concrète. On va revenir sur, justement, un peu plus tard dans l'émission, sur ce que peut faire la communauté internationale. Mais avant ça, est-ce qu'il y a une force armée qui serait plus susceptible d'amener la paix dans le pays que l'autre? Pas très optimiste, franchement, Maria. moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ouais. Je pense que ce qui est très inquiétant dans l'immédiat, c'est que on a l'impression que ça ne peut se régler justement que par un écrasement, mais qui va prendre du temps de l'un ou de l'autre. Donc la mort de l'un ou de l'autre, est-ce qu'elle est rassurante, cette option? Que fera le vainqueur dans ces conditions? Comment va se concrétiser cette victoire si elle apparaît? Par ailleurs, on voit bien qu'au Darfour, il faut préciser une chose, le Soudan a connu beaucoup de guerres, énormément de coups d'État, mais c'est la première fois qu'il y a la guerre à Khartoum. C'était tout le temps des guerres périphériques. Là, c'est vraiment concentré sur... Ah non, justement, ce n'est pas... Alors, c'est pour la première fois que ça a explosé
à Khartoum même, où il y a une espèce de guérilla urbaine avec des bombardements. Enfin, la ville est dans un état de destruction et de pillage inimaginable. Mais du coup, il y a des régions où des conflits sont réapparus, ou plutôt, à vrai dire, avaient-ils totalement disparu, et notamment au Darfour, où il y a eu beaucoup d'incidents et beaucoup d'affrontements et de morts aussi ces derniers jours et ces dernières... oui, maintenant, est-ce qu'on peut parler en semaine? Oui, 20e jour, oui. En tout cas, ces derniers jours. Donc, il y a ça aussi qui se remet en branle. Et puis, on voit un autre phénomène très, très récent et assez inquiétant, c'est la formation de gangs qui sont de purs criminels et qui pillent, qui compliquent aussi le travail des humanitaires, parce qu'ils arrêtent les camions, ils les pillent, etc. Il y a eu beaucoup d'aides volées, d'ailleurs, beaucoup d'aides humanitaires volées. Et ça, on le voit à la fois au Darfour et dans la capitale, Khartoum, apparemment. Et donc, ça rajoute quand même une forme d'insécurité incontrôlée. Dans une situation qui est très très mobile. Et moi, je discutais avec une humanitaire ce matin qui me disait que, en fait, parce que les humanitaires sont partis, mais il y a encore des équipes locales. Mais la grande difficulté qu'ils ont, c'est que, contrairement à ce qui peut arriver dans des conflits classiques, d'abord, il n'y a pas de ligne de front, c'est très mobile, et que c'est très compliqué d'obtenir une garantie qui dure plus qu'1 ou 2 heures pour circuler. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va rencontrer en face. Est-ce que c'est les paramilitaires, l'armée, ou ces gangs indéfinis dont le seul souci est de piller le plus possible? Khadija, tu veux ajouter quelque chose, ou sinon peut-être sur la situation de la population sur place? Oui, mais juste sur la question de est-ce qu'un des deux serait le bon choix. Oui. La réponse de la population soudanaise, elle serait claire, non, évidemment, hors de question. Les deux sont responsables de massacres depuis le 2019, et les deux sont à l'origine de l'expulsion de ce que voulaient les Soudanais, une force civile. Il y a un peu, des fois, j'ai l'impression, cette tentation de dire que l'armée régulière, comme c'est l'armée régulière, il faut que les RSF acceptent de s'intégrer à l'armée. Clairement pas, du point de vue des Soudanais, en tout cas. D'accord. La situation de la population sur place, là, la vie à Khartoum ressemble à quoi? Maria l'a un petit peu expliqué déjà. On a des témoignages régulièrement. Il y a des corps plein les rues. Mais Oui. c'est une terreur absolue pour les gens qui restent. C'est-à-dire qu'ils ont, comme l'armée bombarde les zones civiles, comme... il y a un hôpital, non, qui a été... il y en a plus d'un. Il y en a plus d'un, oui, il y en a plus d'un qui ont été bombardés. Comme il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il y a de moins en moins à manger, que sortir chercher à manger, c'est un peu assez risque et péril. Non, les gens vivent un véritable enfer, en fait, et que l'espoir de chaque trêve est à chaque fois déçu. Donc, psychologiquement, pour ne pas dire le reste, ça doit être terrible, mais quand on regarde les témoignages ou sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps des gens qui disent « Ouais, ce matin, j'ai perdu 2 neveux, j'ai perdu une tante, j'ai appris la mort. » je crois qu'il y a une actrice célèbre qui est morte, qui avait 80 ans, une actrice de théâtre. Son nom m'échappe là dans l'immédiat. Asia Hadja, c'était une figure historique. Et alors, elle est morte dans un tir croisé. C'était une vieille dame de 80 ans. Sa famille n'a même pas pu l'enterrer parce que c'était impossible d'atteindre le cimetière. Donc, ils l'ont enterrée dans une maternelle voisine. Ils ont creusé une tombe, ils l'ont enterrée là. Que pense la société de ce conflit ? Est-ce qu'ils prennent parti pour l'un ou pour l'autre ? Non, justement pas. Mais il y a quelque chose sur la situation sur risque. Place. En plus, pas vraiment, je pense. Ouais. C'est pas vraiment le risque parce qu'ils étaient toujours hostiles. Okay. Il y a sûrement des partisans des uns et des autres dans la population, mais disons le mouvement qui était extrêmement important et extrêmement diversifié. C'était des gens qui avaient pouvaient avoir sur plein de sujets des points de vue différents. C'est l'étape ultime de la confiscation du pouvoir civil. Et surtout, il y a un terme qu'il ne faut pas utiliser, ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre contre les civils. C'est eux les victimes,
c'est eux à qui on a confisqué. C'est une guerre des généraux. C'est une guerre des généraux. Le bon terme. Est-ce que les généraux essayent alors de ramener les civils dans la guerre avec une propagande Alors, moi, j'ai l'impression de voir pas mal de vidéos de l'armée qui récupèrent des territoires, mais qui sont du coup produites par l'armée, où ils se font acclamer par la population, mais justement sur cette idée de légitimité. Mais les manifestations au Soudan pour le retour d'un pouvoir civil ont jamais cessé depuis 2019. Donc c'est une demande permanente et constante de la rue. Et en fait, il y avait toujours régulièrement des morts. Je voulais juste dire quelque chose sur la situation des populations. Puisque du coup, effectivement, c'est catastrophique. Donc les bombardements, les RSF qui se ravitaillent en rentrant chez les gens, donc les intrusions dans les maisons. Le dernier chiffre que j'avais vu, c'est qu'il y avait plus de 80% des hôpitaux de Khartoum qui étaient plus fonctionnels. Il y a un risque sanitaire puisque les corps pourrissent dans les rues aussi. Et effectivement, les chiffres des morts sont évidemment très, très, très sous-estimés. Parce que vous aviez dit 500 en début d'émission. C'est le chiffre. Mais il y a 4 jours, il y a eu 200 morts dans le Darfour. Donc, c'est pas évalué. En revanche, en l'absence d'aide humanitaire, on a quand même la société civile soudanaise qui est très structurée depuis la révolution de 2019. D'accord. En comité de résistance. Il y a des comités de résistance dans chaque quartier qui fonctionnent en réseau, qui sont très bien connectés, qui ont l'habitude depuis 2019, et donc qui ont ouvert des chambres d'urgence, qui apportent de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux. Également sur les réseaux sociaux, des informations sur les bus d'évacuation, sur les endroits où trouver de l'insuline, où trouver des soins, sur les rues en direct qui sont ou qui ne sont pas attaquées. Et c'est vrai que la vraie force, ou en tout cas la seule étincelle d'espoir qui ressort, c'est de voir la force de la société civile soudanaise qui se vient en aide à elle-même malgré la situation. Maria, sur la force de la société civile. Ouais. Mais moi, je trouve que la société civile soudanaise, et c'est vrai ce que disait Khadija, ils n'ont jamais cessé de manifester, et a posteriori, on peut, et c'est un mea culpa qu'on peut adresser déjà à nous en tant que médias. Et moi, j'en discutais régulièrement, d'ailleurs, ces derniers mois avec des gens qui connaissent bien le Soudan ou des diplomates qui ont été en poste et qui me disaient mais pourquoi, notamment par rapport à l'Ukraine, ils disaient oui, alors c'est bien, vous parlez de l'Ukraine, mais pourquoi vous ne parlez pas des manifestations qui continuent au Soudan, des gens, c'est aussi les seuls Africains qui défilent avec des drapeaux ukrainiens, pourquoi est-ce que tout ça n'est pas dit, ils sont héroïques, et c'est vrai que voilà, on l'a assez peu souligné, en tout cas dans la période récente, l'héroïsme et la persévérance de leur mobilisation. Et aujourd'hui encore, ils sont finalement la seule force d'espoir, même au quotidien, pour les gens pris dans les tirs croisés des combats. Et un commentaire dans le chat qui va dans le sens de ce que vous dites. Cactosor qui dit « Le traitement de l'actualité hors France a complètement été oblitéré par la situation politique et sociale du moment. Avant ce soir, je n'avais pas pris la mesure de ce qui se passait au Soudan. C'est dingue. » Du coup, merci d'en faire parler. Voilà. En plus, c'est très important. C'est un pays très important, très riche, avec une très vieille culture. Très grand aussi. Il y a une personne qui a dit, mais c'est un pays hyper grand, je ne savais pas. Caradoc. Bien sûr. Où vont les civils qui fuient ? Ils vont dans plusieurs directions. Ouais. Alors, les civils qui fuient, déjà, il y en a certains qui, en réalité, vont pas très loin. Ils vont soit se mettre en sécurité dans des quartiers pas trop touchés, soit dans des villes voisines. Et en fait, les grandes directions, c'est vers l'Égypte, donc en partant vers le nord. Quand on est au Darfour, c'est vers le Tchad. Les Sud-Soudanais qui vont massivement au Sud-Soudan. Et ensuite, vers l'Éthiopie, ou bien vers Port-Soudan, avec l'espoir de pouvoir aller soit dans les pays du Golfe, soit ailleurs. Yadoy, pardon si j'ai mal prononcé ton pseudo. Ah non, je me suis trompée. Caradoc qui demande la finalité des paramilitaires. Est-ce que donc c'est de prendre le pouvoir, mais pour instaurer quel régime ? Je crois que c'est ce qui est justement assez inquiétant. Quel régime ? Alors Hemeti, il s'est fait passer du coup pour un défenseur. Un anti-islamiste, quelqu'un qui promet monts et merveilles, la démocratie, etc. Ça semble, ne serait-ce qu'à voir les méthodes de son armée en ce moment, assez peu probable. Maria ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Bourhan gagne et revient au pouvoir, maintenant plus que jamais, il le fera avec les islamistes. Alors, les gens sont pauvres au Soudan, mais est-ce que c'est un pays pauvre? Alors, un pays pauvre, ce qui avait précipité la chute d'Omar el-Béchir, justement, c'était une crise économique assez catastrophique et qui s'enfonce et qui perdure. Mmh. C'est un pays riche en ressources. J'ai Mmh. parlé de l'or tout à l'heure, mais il y en a plein Pétrole d'autres. aussi. Pétrole, agriculture, gomme arabique, il y a plein de ressources. Les gens sont pauvres, ça dépend qui et où, mais majoritairement, oui, c'est surtout depuis la crise économique une population qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Puis je crois qu'il y avait déjà une crise alimentaire qui là n'est que décuplée par ce qui se passe. Et par qui sont captées les richesses alors du Soudan? Ah ben, à votre avis, par les dirigeants, D'ailleurs, c'est pas nouveau, hein, quand Omar el-Béchir a été arrêté, on a retrouvé dans sa résidence, je crois que c'était combien de millions de dollars. C'était une somme astronomique en liquide. Et je crois que la CPI, dans les mandats successifs, les enquêtes qu'elle a fait le concernant, avait estimé qu'il aurait détourné 9 milliards de dollars pendant son règne, on va dire. Donc, il a même lui-même avoué aussi avoir été financé par l'Arabie Saoudite. Enfin, oui, non, c'est les dirigeants, pour eux, tout va bien. Hein. Hemeti est un homme riche, hein, d'ailleurs. Donc, Mais il y a aussi, il y avait quand même une... Bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler de classe moyenne, mais oui. il y a eu un moment donné où, avant l'embargo international, il y a eu une espèce de boom pétrolier au Soudan. Et du coup, quand même, à Khartoum, en tout cas, une petite élite économique mais qui avait profité du développement financier du pays à un moment donné, des gens qui sont allés travailler dans les pays du Golfe et qui sont revenus avec des sommes, etc. Mais c'est vrai que le gros des ressources du Soudan, en tout cas, elles ont été captées par la corruption des élites. Et quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière tout ça? Qui soutient qui? Quelle puissance soutient l'armée régulière? Quelle puissance soutient les paramilitaires? Khadija l'a dit un peu tout à l'heure, hein, entre les Émirats arabes unis, qui sont plutôt du côté de Hemeti, l'Égypte, qui est un grand soutien de Bourhan. Et après, les Russes sont un peu avec tout le monde, j'ai l'impression, mais ils sont pas très importants dans l'immédiat, c'est négligeable. D'accord. Et puis... Les Russes ne soutiennent oui, pas mais les c'est un acteur paramilitaires. marginal dans Oui. l'immédiat. D'accord. Non, ils avaient conclu un accord aussi avec Bourhan. Non, c'était pas... D'ailleurs, si les manifestants portaient aussi des drapeaux ukrainiens dans les manifestations, c'est parce qu'ils savaient très bien que les deux partis étaient plutôt pro-russes, on va dire. Mais c'est pas l'enjeu du moment. Yaidoy qui demande quelles peuvent être les répercussions à l'international outre la migration de civils. C'est vrai que là, actuellement, le gros enjeu, il est migratoire. Beaucoup de gens qui fuient. 860 000 déplacés d'ici octobre, d'après l'ONU. Ouais, et puis c'est déjà... on s'est beaucoup focalisé sur la situation, et c'est normal, dans les zones de conflit, mais en fait, la catastrophe humanitaire, elle se poursuit aux frontières égyptiennes, éthiopiennes, où les gens attendent des heures, parfois, enfin des jours, pardon, dans le désert, parfois sans eau et sans nourriture. Donc on a déjà la situation humanitaire qui est compliquée pour les personnes aux frontières qui attendent. Après, je crois que le grand inquiet actuellement, c'est le Tchad, qui, lui, Déby soutient plutôt l'armée régulière, puisque le conflit pourrait se répercuter au Tchad. Mais sinon, comme impact géopolitique... Et après, c'est une région fragile, avec des régimes fragiles. Déby, le fils Mahamat Déby, qui est le fils d'Idriss Déby, et qui a été propulsé au pouvoir à la mort de son père, n'a pas vraiment de légitimité. Il se maintient au pouvoir grâce à une répression très féroce.
L'Éthiopie est aussi un pays dans une situation très fragilisée et jusqu'à il y a un an, c'est les Tigréens qui fuyaient au Soudan parce qu'il y avait cette guerre interne, mais en réalité, les forces centrifuges en Éthiopie, elles sont multiples et les foyers de déstabilisation ou de conflits tout autant. Donc c'est une région fragile. Donc évidemment, cette situation, un grand pays comme ça, qui tout d'un coup, implose, il y a forcément, des répercussions, Autour. régionales dans des pays, voilà, la Centrafrique pareil, il y a aussi des réfugiés qui arrivent en Centrafrique et la Centrafrique ne s'est jamais relevée, de la guerre civile qui a eu, lieu il y a maintenant, quasiment 10 ans. Donc tous ces pays observent ça avec, évidemment avec une certaine circonspection, mais peut-être dans le cas du Tchad, c'est peut-être le moins évident parce que, la situation humanitaire va faire qu'au Tchad, aussi, le Tchad qui accueille déjà, hein, en raison des anciens conflits au Darfour, entre 400 000 et 500 000 réfugiés soudanais, hein, des années de guerre au Soudan. Oui, au Darfour. Donc là, il va y avoir un nouveau afflux et très certainement, les critiques qu'on a pu mettre sur le fils Déby au pouvoir, les Occidentaux, pour l'instant, vont les mettre sous le boisseau en disant, je crois qu'il y a déjà eu quelques déclarations comme ça, je ne sais plus de quel officiel onusien ou occidental, en disant, bon, vraiment, on va aider le Tchad. En fait, ce qui est effectivement en partie normal, hein, parce qu'effectivement, il risque de faire face à un afflux de réfugiés dans un pays et une région très très pauvre et qui nécessitera une aide massive de l'étranger. Mais il y a un vrai risque de déstabilisation politique pour le Tchad, Oui. surtout si les RSF et Hameti venaient à remporter la guerre, à prendre le pouvoir, puisqu'en fait, au niveau de la frontière Soudan et Tchad, on retrouve les mêmes groupes ethniques. Et Hameti, il fait partie d'un groupe ethnique qu'on retrouve au Tchad et qui concurrence la position des élites tchadiennes actuelles, en tout cas de Mohamed Déby. Ouais, donc il pourrait exporter On a déjà du coup des miliciens tchadiens qui apparemment ont traversé la frontière pour se lancer dans la guerre au Darfour. Voilà, et ça pourrait donner des idées, on va dire, à certaines élites tchadiennes de faire comme les RSF soudanais. Combien d'habitants au Soudan? 45 millions. 45 millions. Oui. C'était demandé tout à l'heure dans le chat. À qui profite le chaos? Aux islamistes, j'aurais tendance à dire, c'est ce qui sort beaucoup. Ouais. Ils sont même plus ou moins accusés d'avoir déclenché le conflit. Ouais. J'ai lu ça dans Le Monde Afrique ce matin. Ouais. Bah là, ils sont clairement derrière Burhan et il est assez clair qu'ils sont en train d'essayer de regagner du terrain et de réinstaurer un régime similaire au précédent. Maria, vous vouliez ajouter? Non, tout à fait. Je partage ce diagnostic. C'est certain que c'est les seuls qui peuvent profiter de ce chaos. Enfin, profiter. S'il se règle, mais en tout cas, c'est les seuls qui gagnent de l'assurance et dans une moindre mesure, parce que c'est difficile d'imaginer qu'il revienne au pouvoir, mais aussi à Omar el-Béchir, parce qu'il est toujours... Il est où? Il est au Soudan, il est à Khartoum, il était officiellement plus ou moins en prison jusqu'à présent, puisque... Plus ou moins officiellement? Parce qu'il sortait souvent, alors c'est vrai qu'il a des problèmes de santé, donc il faisait de longs séjours dans un hôpital militaire, et d'ailleurs la prison où il était censé se trouver... a été les prisonniers ont été libérés. D'ailleurs, la formation des gangs criminels vient aussi de ça, hein, du nombre de prisonniers qui ont été libérés un peu dans la pampa. Et donc sa prison est vide actuellement et on s'est un peu interrogé pendant 24 heures où est-ce qu'il était passé, avant que on nous rassure, entre guillemets, en disant, voilà, non, vous inquiétez pas, il est dans un hôpital, etc. Il faut savoir que avant le coup d'État des 2 militaires en octobre 2021, et après pas mal de tergiversations, de recul, etc.,
le gouvernement civil avait accepté de le transférer à la CPI, puisque la CPI, la Cour pénale internationale, le demande. Ouais. Après sa chute, elle a renouvelé sa demande. En disant, bah voilà, maintenant il est emprisonné. Et puis bon, il y a eu pas mal de tergiversations. Il a été finalement dit qu'il allait y avoir quand même des procès, et il y en a eu certains sur place le concernant. Il y en avait plusieurs. Et puis, il y avait eu cette décision en août 2021, je crois, finalement, bientôt, on va le transférer. Et puis en octobre, voilà, ça a volé en éclats. Et là, il échappe à la CPI. Je suis pas dans la tête de Omar El-Béchir pour dire comment il vit tout ça, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que quelque part, ça doit le réjouir, parce que finalement, c'est aussi la chute de son régime qui arrive à une impasse sanglante, et que de toute façon, les islamistes ont toujours été ses principaux soutiens. Et je fais une petite pause. Merci Ospolitique qui nous a fait un petit raid, un gros raid avec 700 personnes. Donc bienvenue aux viewers et aux viewers de Ostpol. Bienvenue à vous. Est-ce qu'il y a une troisième voie qui est possible? En gros, c'est ou l'un ou l'autre qui gagne. Est-ce qu'il y a une troisième option? Bon, je crois que c'est un peu la vraie inquiétude en ce moment, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait d'options. Ça a l'air difficile à croire qu'ils vont se mettre autour d'une table, négocier, accepter de faire revenir les civils. C'est pas l'ambiance du moment, on va dire. Non, ça ressemble à une guerre à mort et bon. Maria, troisième. Hélas, ça n'a pas l'air d'être pour l'instant quelque chose. Ouais. Quelque chose qui semble, mais si vous regardez les commentaires, ils sont plutôt extrêmement pessimistes. Il y a des responsables de l'ONU qui ont dit qu'il y avait un risque que ça devienne les correspondants aussi disent l'équivalent de la Syrie. Ouais. Le représentant de l'ONU pour l'aide humanitaire a tenté de parler aux deux généraux, Martin Griffiths, et il a dit, en fait, on est dans une impasse totale. Donc, dans l'immédiat, tout ça semble compromis. Et l'idée, c'est juste peut-être d'essayer de limiter l'ampleur des dégâts de ce chaos qui, pour l'instant, se détériore sans dans une impuissance totale des acteurs extérieurs. Pardon, Khadija, vas-y. Oui, du coup, malgré notre pessimisme d'analyste, et que du coup, moi, je partage complètement, les Soudanais, en tout cas, continuent, n'arrêtent absolument pas d'exiger un gouvernement civil. Donc ça reste autour de ça qu'ils se mobilisent. L'espoir se concentre mais la revendication ne faiblit pas. Il y a vraiment un rejet total des deux. Et j'écoutais un professeur soudanais qui disait que c'était aussi une étape de la révolution et une phase d'apprentissage du processus révolutionnaire après 30 ans d'une dictature extrêmement consolidée et dure. Une question de Synapse56 qui vous demande quel pays s'opposerait à un envoi de casques bleus? Qu'est-ce qui bloque une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour envoyer des casques bleus? Je ne sais même pas si c'est sur la table. Ouais, j'avoue que je ne sais pas non plus. Synapse56. C'est la première fois que j'entends parler de casques bleus depuis le début du conflit. Ouais. Que peut faire la communauté internationale alors? L'ONU a déclaré avoir besoin de 445 millions de dollars pour aider les 860 000 déplacés, notamment. Oui, mais la réponse, elle ne peut pas être que humanitaire. On ne peut pas mettre du sparadrap sur une hémorragie. Donc, bon, oui, il y aura besoin de dollars, il y aura besoin de... On va avoir des appels à l'aide et tout à fait... Des sanctions. Des sanctions. Oui, certains ont dit que... Mais c'est quand même compliqué. Là, on est dans une espèce de combat de gladiateurs. Donc, est-ce que même des sanctions auraient de l'effet? Après, oui, peut-être les parrains des uns et des autres pourraient agir. C'est peut-être... donc, à commencer par l'Égypte... les Émirats Arabes Unis, je ne sais pas ce que vous en pensez. La communauté internationale, les proches voisins du Soudan. Mais ça n'a pas l'air pour l'instant. Non, ça n'a pas l'air. La dernière chose que j'ai lue, c'est de penser à une sanction économique.
qui est un peu le levier de facilité de la communauté internationale pour donner l'impression qu'elle fait quelque chose. Faut savoir que Omar el-Béchir, pendant la plupart du temps où il était à la tête du Soudan, était sous embargo international, sous sanctions économiques. Et les seuls que ça a pénalisé, c'est la population soudanaise. Mettre une sanction économique sur le Soudan, ce serait juste enterrer la population. Des alternatives que j'avais lues, ce serait, effectivement, là, ça demanderait aux parrains de bloquer les comptes, de geler les comptes des RSF là où ils sont. Mais des sanctions économiques individuelles, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça aurait du poids? Est-ce que ce serait fait, surtout? Je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a une opposition politique qui existe et qui serait avec les aspirations de la société civile? Ah, bah oui, il y avait un groupement des forces de la société civile relié derrière la FFC. C'était un parti, c'est celui qui était la troisième tête du pouvoir avant le coup d'État de 2021. Et c'est structuré. Oui, elle existait. C'était justement l'opposition. C'était. Elle pourrait se reformer Mais alors? elle ne s'est pas déformée d'ailleurs. Ok. Elle a été brimée. Elle a vu sa victoire confisquée. Mais justement, c'est aussi ce qui donne ces comités de résistance aujourd'hui qui essayent de parer à l'urgence. Mais elle ne s'est pas déconstituée. Elle reste telle qu'elle est. C'est que juste qu'elle a été écartée et qu'elle a perdu cette bataille-là. Donc. Et c'est vrai que sur l'action de la communauté internationale, il aurait fallu agir avant, en fait, surtout. Il fallait pas laisser 2 militaires, 2 généraux prendre la tête du pays et les laisser mettre à l'écart des négociations les forces civiles. C'est à ce moment-là que la communauté internationale devait agir. Et quand on écoute ou qu'on lit ce que disent les Soudanais, le reproche vis-à-vis de la communauté internationale, en fait, il remonte à bien avant. Les sentiments d'abandon, il existe depuis 2021, en réalité, de ce point de vue-là. Il y a des voix qui s'élèvent au Soudan? Des voix qui crient en ce moment. Je pense que les gens sont dans une telle situation de désespoir. Il faut vraiment se rendre compte. Ce que vivent les gens, c'est un cauchemar. Un cauchemar en ce moment. C'est quelque chose de totalement inhumain. Donc là, les gens sont dans une survie. J'imagine... je pense pas qu'ils sont en train de réfléchir à ce qu'aurait pu faire la communauté internationale, etc. C'est pas le défi du moment. Mais c'est certain que la communauté internationale, qui est un peu un espèce de machin, je veux dire, c'est pas... oui, on en parle comme si c'était... c'est un peu abstrait, mais c'est vrai que l'ONU, mais au Soudan, comme dans d'autres situations, il y a une espèce de facilité, de paresse, de penser que, les choses vont s'arranger, qu'un régime autoritaire, c'est pas si grave, de banaliser ce genre de choses. Et puis, d'ailleurs, il y a une tribune assez intéressante, je crois, dans Le Monde de Jean-Pierre Philu, qui parle justement des parrains arabes des 2 protagonistes de ce bain de sang. Et qui dit, mais même avec eux, on a été tellement conciliants, on a pensé que ces régimes autoritaires, au moins, allaient ramener de la stabilité. Et en fait, non, ils sont, tout ça vole en éclats. Et donc voilà, il y a peut-être aussi même ça à tous les niveaux. Il y a un désintérêt, une méconnaissance, un court-termisme qui ne voit pas un manque de vision et peut-être, je dirais, un manque de compétences de tous ces gens qui sont censés exprimer la voix de la communauté internationale au sein des instances de l'ONU. Khadija, il y a quand même quelques voix qui s'élèvent, non, parce que j'ai tendance aussi à oublier... Ah oui, alors complètement. Oui. Mais les voix qui s'élèvent, alors j'ai cru voir, j'ai vu quelques vidéos de petites manifestations de gens quand même à Khartoum qui osent, en tout cas au Soudan, qui osent protester. En revanche, il y a vraiment des voix qui s'élèvent et c'est celle de la diaspora soudanaise qui est très très présente sur les réseaux sociaux et des rassemblements qui s'organisent partout, du soutien envoyé vers le Soudan. En fait, l'aide internationale actuellement qui existe et qui est très effective, c'est celle de la diaspora soudanaise aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et il y a d'ailleurs...
Il y a eu un rassemblement samedi dernier à la place de la République à 14h en soutien au Soudan, et il y en a un autre samedi qui arrive. Donc les voix qui s'élèvent sont celles qui le peuvent et qui sont en sécurité, et elles sont soudanaises aussi, c'est la diaspora. Chien GPT qui dit l'aide étrangère intervient souvent par intérêt. Oui, il y en a qui ont de l'imagination pour les pseudos. L'aide étrangère intervient souvent par intérêt. J'en déduis qu'il n'y en a pas assez. C'est terrible. Kyle CM. J'ai l'impression qu'à partir du moment où nos intérêts ne sont pas menacés, un seul mot d'ordre, on s'en fout. C'est un peu plus compliqué que ça, peut-être. Bah oui. Je crois que la préoccupation aujourd'hui, elle est sincère de la communauté internationale, parce que c'est quand même, voilà, c'est un gros morceau en Afrique qui risque d'imploser et de connaître une évolution incertaine. Et bon, on a déjà le Sahel qui a un peu basculé dans une insécurité totale. Personne ne peut complètement se désintéresser de la multiplication de ces zones d'insécurité totale et d'évolution vers justement potentiellement des pouvoirs islamistes ou des guerres civiles ou des guérillas permanentes. Maintenant, je veux dire que ça dépend aussi de chacun de nous. Là, on est dans le feu de l'action. On va voir si ça reste comme ça. Est-ce que c'est pas aussi vous, moi, les internautes qui disent ah bon, le Soudan, ça fait 3 mois qu'on en parle. Voilà, on zappe. Je veux dire, ce qui est très compliqué dans les mobilisations par rapport à ce genre de tragédie aujourd'hui, C'est de faire durer. c'est voilà, de maintenir la tension, de maintenir une certaine forme de pression. Sur l'Iran aussi, on peut le voir sur l'Iran, aussi, on hein. l'a vu, effectivement, il y a eu un énorme On en parle de moins en moins. engouement, on en parle de moins en moins. Et ça pose une autre question aussi sur la manière dont nous, tout un chacun, on peut aussi faire pression ou se mobiliser pour que nos gouvernants n'aient pas la tentation d'oublier ça, puisque de toute façon, l'opinion s'en désintéresse. Ouais. Khadija, tu vas ajouter quelque chose là-dessus? Oui, en plus, en réalité, je pense que la question des intérêts, il y a beaucoup d'intérêts pour tous les acteurs qu'on retrouve autour du Soudan, que ce soit les acteurs occidentaux ou que ce soit les États arabes, et que justement, ils sont en train d'agir en réalité selon leurs intérêts. Là, on parlait des contrôles migratoires. Très clairement, cette situation va inquiéter l'Union européenne de toute façon, qui n'a pas envie de voir des afflux de migrants. Et c'est, je pense, aussi l'intérêt principal, en fait, en général, de l'Occident, c'est de maintenir la stabilité. Ce qui explique certains mauvais choix et certaines incompétences. C'était de leur intérêt que le régime militaire reste... Enfin, de leur intérêt. Personne ne voulait cette guerre, elle arrange les intérêts de personne, en réalité. Samy le Salami, un autre pseudo, qui dit « Mais la région soudanaise n'a jamais été stable et sécurisée quand on voit le démembrement avec le Soudan du Sud, le Tigré en Éthiopie, qui se révolte à la frontière, mais aussi les déstabilisations dues à la guerre en Somalie. C'est un problème de fond. » Ça dépend ce qu'on appelle stable en réalité, parce que le Soudan, il a cette image de pays instable. Bon, il y a eu la séparation avec le Sud, il y avait des conflits dans les provinces soudanaises, mais en réalité, un État qui a une dictature depuis 30 ans, avec le même homme à sa tête, c'est très stable. Il n'y a pas plus stable, en fait. Et c'est aussi pour ça que l'Union européenne pouvait négocier pour le contrôle migratoire avec le Soudan. On a un homme fort pendant 30 ans qui contrôle tout le pays. Et non, c'était justement maintenant, c'est moins stable. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se débarrasser des islamistes au Soudan. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont infiltrés partout. Justement, c'est la rupture de cette stabilité qui est violente. Et alors, dans certains articles de presse, on lit le Soudan au bord de la guerre civile. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, c'est pas une guerre civile. Au bord de la guerre civile. Au bord, non, il est en plein dans le chaos, mais ce n'est pas une guerre civile. Encore une fois, ça, il faut... Je vous relance là-dessus parce que c'est un important langage de le préciser. qu'il faut éviter, parce que c'est une guerre contre les civils, et on est en plein dedans. Non, encore une fois, c'est très facile. Les gens arrivent encore à filmer avec leur téléphone portable, et sur les réseaux sociaux, on peut très facilement voir des petites vidéos
surtout de Khartoum, à vrai dire. Et il faut aller voir pour se rendre compte du paysage de désastre. Et moi, je me souviens d'ailleurs que je crois que c'était à la fin de la première semaine, après le 15 avril, il y avait quelqu'un qui avait posté sur Twitter une photo d'une sorte de... Comment on appelle ça ? Une kermesse qui avait eu lieu dans un parc avec de la musique. Et c'était quelques jours avant le 15 avril. Et il disait, j'arrive pas à croire que tout ça n'existe plus, que cet endroit a été rasé. Donc, ça répond aussi à la question de la stabilité. Même là encore, il y avait... et on voyait des concerts publics, des gens qui buvaient des limonades sur des tables, autour de tables en plastique blanche, des familles, des enfants qui couraient partout. Et cette personne qui avait filmé cette scène et qui était encore à Khartoum ou en passe de partir, n'en revenait pas de la déflagration qui s'est produite aussi rapidement et sans aucun souci d'un côté comme de l'autre de la protection des civils. C'est-à-dire on tire partout, il n'y a aucun... voilà, c'est pour ça ce qui complique aussi le travail des humanitaires. Sans aucun souci, ni l'un ni l'autre n'a le souci des populations civiles. Merci beaucoup, Khadija. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Non, Maria, avant qu'on se dise au revoir. Ah non, il faut qu'on continue à regarder ce qui se passe au Soudan et à s'en préoccuper. C'est surtout ça peut-être le message. Et à s'informer sur le sujet. Bah, du coup, peut-être merci d'avoir fait un sujet sur le Soudan. Merci à la personne qui l'a demandé. Merci à tous ceux qui suivent, qui commentent et qu'on relaye. Qui sont là, qui posent des questions, qui s'y intéressent. Qui avouent aussi ne pas avoir eu peu de connaissances là-dessus, mais qui sont quand même venus ce soir pour écouter le stream. Merci beaucoup, Maria Malagardis, journaliste à Libération, et Khadija Medani, doctorante en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Soudan, rattachée, rappelle-moi, au CEDEJ Khartoum. À Khartoum. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis le chat. Merci d'avoir été là ce soir. Merci encore à Ostpolitique pour ce raid. C'est très cool. Du coup, désolé parce que les viewers de Ostpol, vous arrivez et nous, on termine. Mais vous pouvez revenir demain à 18h. Comme ça, vous pourrez suivre l'émission complète. Demain, on fera le point sur l'état de la liberté de la presse dans le monde. Voilà, on va revenir sur le classement annuel de Reporters sans frontières. Voilà. Demain, liberté de la presse dans le monde. Alors, je crois que la France progresse. La Russie, évidemment, c'est tout à la fin du classement. Voilà, un sujet important, la liberté de la presse en péril dans le monde. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de France Info. Le replay, il sera sur la chaîne Twitch. Il sera aussi sur YouTube. Et le talk existe aussi en podcast audio sur les applications de podcast, Radio France, Spotify, Apple Podcast, etc. Merci à vous. Merci. Merci. Et à demain. Salut.